Bonsoir à toutes et à tous. À celles et ceux qui sont dans la salle, parce que seuls malheureusement les affiliés à NYU peuvent être en présence, et on espère pouvoir vous accueillir, vous tous qui êtes là en direct par Zoom, mais on formule le vœu de vous recevoir, j'espère, au début de l'année prochaine. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de recevoir André Benéhin, professeur à l'Université de Princeton, spécialiste de littérature française et francophone. Il a particulièrement travaillé sur Proust. Il est notamment l'auteur de Panime, Visage de Proust, publié en 2006, et de The Strange Proust en 2009. Un autre de ses auteurs fétiches est Albert Camus, à propos duquel il a publié Albert Camus au quotidien. Mais ses intérêts sont très larges. Il écrit aussi bien sur la question animale que sur la bande dessinée. Sans oublier, je ne sais pas s'il accepterait que je révèle ça, mais quand même, je ne peux pas résister, qu'il pratique lui-même l'écriture littéraire et qu'il vient publier une nouvelle dans la revue K qui s'appelle Les Juifs du Cosmos. Ce soir, André vient nous parler de son dernier livre, paru cet automne aux éditions Hermann. Je me présente. Après Ulysse, vers une poétique de l'hospitalité en Méditerranée. Il s'agit d'une très belle méditation philosophique et littéraire sur ce que signifie accueillir l'étranger ou accueillir un étranger. On y retrouve des commentaires, ces commentaires très informés sur des auteurs tels que Albert Cohen, Albert Camus, et puis Assia Djebar, et Monjabès aussi à la fin, au service d'une réflexion qui passe aussi par Jacques Derrida, Emmanuel Levinas et leur pensée de l'hospitalité. La question précisément de l'hospitalité n'a peut-être jamais été aussi vive avec les migrations actuelles et continuelles que notre monde connaît depuis quelques années, et particulièrement en Méditerranée. Cette mer mythique, André y revient sur voilà, ses récits, son nom, eh bien, cette mer mythique qui est le berceau de tant de civilisations, qui est entre les terres, c'est sa définition même lexicale, est devenue un cimetière où périssent des hommes et des femmes qui veulent venir en Europe. C'est dire que le livre d'André est d'une grande actualité et qui nous permet de penser cette actualité avec toute la profondeur de la littérature. Pour toutes ces raisons, je suis vraiment très heureux d'accueillir André Benéhin ce soir à la Maison Française. Merci infiniment François pour cette présentation si généreuse, trop généreuse. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Je tiens d'abord à remercier évidemment François, Courtney Rutherford et Francine Goldenhart pour toute l'aide qu'elles m'ont apportée afin de l'émission. Bienvenue parmi vous. Donc merci pour votre accueil. C'est bien d'accueil qui va s'agir ce soir pendant quelques 4 dizaines de minutes. L'hospitalité en Méditerranée, comme il a été question d'intituler ma présentation ce soir, dit comme ça, le sujet semble vaste, presque vertigineux, et c'est pour ne pas tenter de me perdre que j'ai choisi des guides. Et comme vous l'a dit le titre de mon livre, j'ai d'abord choisi Ulysse. Mais après lui, j'ai choisi aussi d'autres voix, des voix de poètes, des voix d'écrivains comme Albert Camus, Albert Cohen, Assia Djebar et Monjabès, qui posent la question de l'accueil collectif ou individuel de l'étranger dans des récits qui tournent autour de la Méditerranée, sur les traces parfois immatérielles de l'Odyssée qui en eux murmure ou affleure. L'Odyssée qui peut s'entendre comme un traité de l'hospitalité, un guide édifiant, parfois terrifiant, qui enseigne les codes à respecter, des lois protégées par une autorité suprême, règles qui s'adressent à tout le monde, y compris aux divins. L'Odyssée, expose aussi ce qu'encourent les transgresseurs de ces lois de l'hospitalité, des prétendants
qui s'impose chez Ulysse, à Ulysse qui s'invite chez le Cyclope, du Cyclope qui dévore ses hôtes, à Calypso, qui par amour empêche le sien de rentrer chez lui. Or, tout en reconnaissant cette dimension politique, c'est vers une poétique de l'hospitalité que j'ai voulu nous orienter. Je dis vers parce que, pour reprendre les mots d'Anne Gottman dans le sens de l'hospitalité, l'hospitalité est une tendance, non un absolu. J'ai donc tenté d'établir une sorte de carte imaginaire de cette poétique de l'hospitalité en Méditerranée, carte des imaginaires qui tournent autour de la Méditerranée, mais qui aussi, à l'instar de... Ah, merci beaucoup. Encore. Donc, carte des imaginaires qui tournent autour de la Méditerranée, disais-je, mais qui aussi, à l'instar de la carte réimaginée par l'artiste Sabine Rétoré, qui retourne la Méditerranée, la réoriente, pour nous inviter à la considérer d'un autre point de vue, un point de vue à la fois familier et déroutant, qui nous place dans la situation d'étrangement inhérente à l'hospitalité, d'étrangement qu'on ne dit plus en français depuis que le mot estrangement a migré en anglais. Il est peut-être temps de le réinviter parmi nous. Dans les imaginaires où je nous invite à pérégriner pour explorer des œuvres où Ulysse et l'Odyssée apparaissent parfois comme des figurants, les étapes sont définies par les noms des écrivains qui seront nos hôtes. Se dire après Ulysse, en effet, qu'après marque un temps ou un mouvement, c'est aussi se dire après un nom. C'est se poser la question de l'hospitalité en imaginant qu'elle repose sur le nom de l'étranger. Nom qu'il annonce, nom qu'on lui demande, qu'il nous refuse ou que jamais il ne pourra nous donner. Mais loin de sceller l'accueil, le nom, qui en dit toujours trop ou pas assez, est aussi pour l'hospitalité un écueil. Qu'on songe ainsi, pour commencer, au nom du lieu qui nous concerne. Si le géographe latin, Solin, Julius Solinus, est le premier à l'avoir appelé Mare Mediterraneum au IIIe siècle, il ne traduisait finalement que ce que les Grecs entendaient par Messoios Thalassa. Avec Mare Nostrum, Rome, quant à elle, avait fait entendre son cri de victoire après un siècle de guerre punique qui faillirent lui coûter son unité. Ailleurs, dans d'autres langues et dans d'autres temps, la Méditerranée demeure plus vague. Pour les Égyptiens, c'était la Grande Verte. Si l'hébreu moderne la nomme la mer du milieu, la Bible hébraïque la désigne comme la mer occidentale, la mer des Philistins ou Grande Mer. Mais c'est peut-être en arabe que la Méditerranée révèle le mieux sa complexité. Pour les Arabes du 7e siècle, la Méditerranée était d'abord l'espace des autres, la mer des étrangers, mer des Romains, mer de Syrie, comme le note par exemple Ibn Khaldun. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'elle prend son nom le plus suggestif en arabe, la mer blanche du milieu. Cette image, on la doit à l'imam Rifa al-Tatawi, dans l'Or de Paris, paru en 1831, qui relate son voyage en France, qu'il fit en 1826, quand il fut envoyé par le pacha d'Égypte pour glaner de quoi nourrir la renaissance arabo-islamique, la Nada. Par cette formule, Tatawi rendait aussi possible un discours méditerranéiste dans la pensée arabe, sous les auspices d'une traversée et d'un échange, où la Méditerranée serait advenue dans l'entre-deux d'une autre forme d'hospitalité. De retour en Égypte, Tatawi dirigera une école de traduction. Ojatbourg, Ayam Atikon, Ayam Agadol, Messoios Thalassa, Mare Nostrum, Albar al-Rum, Albar al-Sham, Albar al-Abiad, al-Mutawassit. À travers tous ces noms, la Méditerranée apparaît donc polyphonique, polymorphe, presque insaisissable, une mer que tout le monde n'entend pas de la même oreille. Le concept d'un espace méditerranéen homogène réunissant une multitude de peuples et de sociétés n'advient qu'avec la colonisation de l'Algérie à partir de 1831 donc, et se développera tout au long
du XXe siècle, en particulier grâce à l'influence de l'historien Fernand Braudel, comme on sait bien. Si son opus magnum, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, paru en 1949, lui donne l'occasion de fonder une nouvelle conception de l'histoire, Braudel envisage aussi la Méditerranée dès la préface où il se positionne d'emblée vis-à-vis des romanciers comme un être de fiction, un personnage, dit-il, complexe, encombrant, hors série, un complexe de mer, un espace-mouvement. Au XXIe siècle, c'est précisément cette dernière dimension, celle de l'espace-mouvement, qui va faire à nouveau changer la vision de la Méditerranée, et plus particulièrement dans l'aspect moindrement traité par Braudel, des destins collectifs et surtout individuels. Après la création en 2008 de l'Union pour la Méditerranée, partenariat entre l'Union européenne et une quinzaine de pays méditerranéens, avec pour objectif de faire de la Méditerranée, je cite, une zone de paix et de stabilité, l'espoir s'est transformé en cauchemar. Le 3 octobre 2013 inaugure cette histoire lugubre où la Méditerranée commence à faire figure de cimetière. Ce jour-là, 366 personnes périssaient dans le naufrage d'un navire parti de Libye, au large de Lampedusa, l'île italienne la plus proche de l'Afrique, où des milliers de migrants devaient arriver pour échapper, entre autres, au sinistre de Somalie et d'Érythrée. C'est alors, à ce moment-là, la pire catastrophe maritime de l'histoire moderne de la Méditerranée. En réponse, le Parlement européen mettait en place le système de surveillance des frontières Eurosur, appliqué par l'agence européenne Frontex. Si par ces deux entités au nom rébarbatif, l'Union européenne aspirait à secourir les migrants, elle signalait aussi son désir de protéger ses propres frontières. Depuis, une multitude d'hommes, femmes, enfants y ont disparu, corps et âme, y ont disparu avec leur nom. Tout aussi anonymes demeurent ceux qui ont été sauvés par l'opération humanitaire et militaire intitulée, nommée Mare Nostrum. Idem, des pêcheurs venus spontanément à la rescousse des survivants, samaritains de plus en plus rares à mesure que tombaient les inculpations pour complicité à l'immigration illégale. Dans cette histoire qui s'est ensuite déplacée, comme on sait, sur les côtes de Lesbos et d'autres rivages de la Grèce, où ont accosté des milliers de personnes fuyant la guerre civile en Syrie, la Méditerranée est devenue pour l'Europe un espace où circulent des hommes et des femmes considérés à la fois comme des victimes et des hors-la-loi. Or, cette dualité est inhérente à l'hospitalité, au mot lui-même. Émile Benveniste l'éclaire dans son ouvrage Vocabulaire des institutions indo-européennes en montrant que le mot hôte, celui qui reçoit, vient du latin hospes, lui-même ancien composé, nous dit Benveniste, de deux éléments, hostis, qui signifie celui qui est reçu, l'étranger, et potis, le maître. Or, nous dit Benveniste, un hostis n'est pas un étranger en général. À la différence du peregrinus, qui habite hors des limites du territoire, hostis est l'étranger en tant qu'on lui reconnaît des droits égaux à ceux des citoyens romains. Les Grecs, eux, parlaient du xénos, l'étranger lié aux citoyens, je cite encore Benveniste, par un pacte qui implique des obligations précises s'étendant aussi aux descendants. La xénia, placée sous la protection de Zeus Xénios. Xénios, qui est peut-être parmi nous. Faites attention. Donc, Zeus Xénios, qui est l'autorité suprême en protégeant la xénia, le pacte d'hospitalité. C'est ainsi que l'hospitalité met en scène deux sortes d'étrangers. D'un côté, hostis Xénos, qui a les mêmes droits que le citoyen, et l'étranger absolu, peregrinus pour les Romains, barbaros pour les Grecs, vivant hors des limites du monde familier, dominé par la cité-nation.
mais poursuit Benveniste, par un changement dont nous ne connaissons pas les conditions précises, hostis a pris une acception hostile et désormais ne s'applique qu'à l'ennemi. Hospitalité et hostilité se partagent donc une même origine. L'hôte, qu'il reçoit ou soit reçu, en vient toujours à courir un risque. Après Benveniste, Jacques Derrida poursuivra ces questions, et en particulier celle de la loi d'hospitalité qui, dit-il, semble dicter que l'hospitalité absolue rompt avec la loi d'hospitalité comme droit ou devoir, avec le pacte d'hospitalité, l'hospitalité absolue, poursuit Derrida, exige que j'ouvre mon chez-moi, non seulement à l'étranger, pourvu d'un nom de famille, mais à l'autre absolu, inconnu, anonyme, sans lui demander de réciprocité. Ni même son nom. Sans même, pourrait-on ajouter, rien lui demander. Car la question de l'étranger, pour Derrida, revient à cela. Je cite, « L'invitation, l'accueil, l'asile, l'hébergement passe par la langue ou par l'adresse à l'autre. » Comme le dit d'un autre point de vue Lévinas, le langage est hospitalité. Il nous est toutefois arrivé de nous demander si l'hospitalité absolue ne consiste pas à suspendre le langage. Cette question du rôle du langage est si fondamentale pour Derrida qu'elle trouve sa place en exergue du livre de l'hospitalité, où on lit qu'un acte d'hospitalité ne peut être que poétique. On ne s'étonne pas alors que Derrida, face à l'ambiguïté inhérente à l'hospitalité, et dans un geste qui ne lui est pas étranger, en inventant un nouveau hospitalité, hostilité, hospitalité. Mais dans cette déclaration où un acte d'hospitalité ne peut être que politique, et dans l'invention de ce mot valise, j'entends aussi peut-être une éventualité que n'envisage pas explicitement ni Benveniste ni Derrida. L'hospitalité est une création et une performance. Elle génère un récit et participe d'une histoire. Entre le politique et le poétique, elle est encore sujette à la possibilité, voire parfois à la nécessité, du simulacre ou de l'imposture. Et à travers l'usage créatif de la langue, entre le mensonge et le silence, entre la traduction et la surdité, l'hospitalité se trouve toujours fondamentalement sujette au malentendu. Écoutez par exemple ceci. Utis ime pronoma. Ces paroles d'étrangers sont au cœur de l'Odyssée. C'est au chant 9. Ulysse s'est invité dans la grotte du Cyclope en son absence, à qui, lorsque ce dernier est revenu, il se présente enfin. On connaît tous cette histoire. Pour survivre à l'inhumaine inhospitalité du Cyclope qui lui demande son nom, Ulysse recourt à la ruse verbale en répondant « Personne est mon nom ». Par ces mots, Ulysse anticipe son salut et commence à devenir lui-même. Or, devenir lui-même signifie d'abord se transformer. À notre hôte, François Noudelman, Édouard Glissant confiait dans un ouvrage collectif intitulé L'étranger dans la mondialité, Édouard Glissant disait que l'étranger, je cite, est celui dont j'ai besoin pour changer en échangeant tout en restant moi-même. Mais l'étranger aussi change. Si l'histoire d'Ulysse est l'histoire d'un retour, c'est un retour mouvementé, un retour bouleversant, transformateur pour celui qui le vit et les autres, ceux qui le désirent, ceux qui le redoutent. Or, Ulysse, qui se métamorphose, a peut-être toujours été autre. C'est ce que suggère peut-être son premier mot. Sa parole capitale, « Personne est mon nom », dit l'aliénation absolue tout en signalant une renaissance. Elle reprend le premier mot qu'on entend Ulysse prononcer au discours direct. Ce premier mot est « allo », autre.
C'est au chant 5, quand il répond à Calypso, qui vient de lui annoncer qu'elle consent enfin à le laisser repartir. À autre chose que mon retour, déesse, tu penses, lorsque sur un radeau, tu me dis de franchir le grand gouffre des mers. S'écrie Ulysse, l'otage qui se méfie des promesses de libération de sa geôlière, qui se méfie, et avec raison, car n'ayons pas peur des mots. Calypso, Cyclope, même combat. Ils se ressemblent jusque dans leur nom, qui somme toute, n'en font qu'un. Calypso et Cyclope correspondent, se répondent, d'une caverne l'autre, somptueuse ou monstrueuse, apothéose de la civilisation luxuriante ou de la sauvagerie minérale. Calypso et Cyclope, surtout, transgressent tous deux les lois de l'hospitalité en cherchant à faire disparaître leur hôte. La nymphe, certes, se distingue quand elle finit par entendre raison, soit. Elle obéit, de mauvais cœur, à Zeus et remet son hôte sur la voie du retour. Mais on le sait aussi, ce retour s'éternise à cause du père de Cyclope, Poséidon, qui punit Ulysse en le faisant chavirer et dériver jusqu'à l'île des Phéaciens. Cette île, qu'Homère appelle Chérie, existe. C'est Corfou, à une centaine de kilomètres au nord d'Ithaque. Corfou qui est aussi l'île natale d'Albert Cohen, mais dans son épopée, Solal et les Solal, il l'appelle Céphalonie. Or, Céphalonie aussi existe. Elle mouille à quelques encablures à l'ouest d'Ithaque. Comme si, en voulant nous faire croire que Corfou est Céphalonie, en déplaçant, en traduisant Corfou en Céphalonie, Cohen avait voulu se placer face à Ulysse. Dans la fiction de Cohen, le roi d'Ithaque est même juste en face, mais sous la forme d'un immense rocher surnommé l'écueil d'Ulysse, qui flotte au nord de l'île et qui existe aussi, non pas au large de Céphalonie, c'est ce rocher ici, mais au nord-ouest de Corfou. Et dont on dit de ce rocher que c'est le fameux vaisseau des Phéaciens châtié par Poséidon pour avoir ramené Ulysse chez lui, où la pétrification serait le terrible prix du retour ou de l'aide au retour. Si l'Odyssée chante l'histoire du retour d'un homme, le roman de Cohen, de part et d'autre de la Seconde Guerre mondiale, de Solal qui paraît en 1932 à Belsinger qui est publié en 1968. Si ce roman raconte l'épopée d'un homme, Solal, fuyant son île, ses origines juives et orientales, poursuivi par les siens à travers l'Europe pour le ramener à la raison et à la maison. Solal finira par se rendre à l'évidence. Ni en France, ni en Suisse, il n'échappera à sa judéité. L'assimilation n'y fera rien, l'antisémitisme y veillera. À l'image de Cohen lui-même, si longtemps en mouvement perpétuel, le périple de Solal, autoproclamé prince de l'exil, nous fait passer de Corfou à Genève, de Céphalonie à Paris et d'Ithaque en Israël, où ses cousins, qu'on appelle les valeureux, et ça c'est dans le roman Solal, c'est important de le préciser, donc dans le roman de 1932, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Israël, où ses cousins échouent tragiquement à s'établir auprès des Arabes de Palestine. Comme si le retour à la terre natale, à la terre promise, devait rester un horizon, devait rester à l'horizon. Échec bien étrange quand on songe que Cohen avait été un fervent sioniste dans l'entre-deux-guerres. Au retour, Cohen préfère peut-être alors le passage. Pour lui, son plus beau livre est celui qu'il a rédigé lorsqu'il était haut fonctionnaire aux Nations Unies, au bureau des réfugiés, un titre de voyage, une sorte de passeport qui était destiné aux réfugiés apatrides. Les passeports foisonnent dans l'œuvre d'Albert Cohen, des passeports qu'on obtient, des passeports qu'on perd, qu'on hérite des morts, même quand ils ne sont pas de la famille, même donc quand ils ne portent pas le bon nom ou la bonne nationalité.
Mais quel nom? Sur le passeport de Solal, qui n'a que Solal pour tout nom et prénom. Quant au passeport d'Ulysse, ces pensées pourraient faire sourire, mais n'est-ce pas cela qu'il brandit quand face au Cyclope, une fois sorti de la grotte, Ulysse, fou de rage, crie son vrai nom. Cyclope, si quelqu'un des mortels vient savoir le malheur qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla, c'est le fils de Laërte, oui, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. Antithèse de la mesure et de la prudence qui avait fait sa renommée, cet excès verbal d'Ulysse est une signature orale, un funeste laissez-passer pour un trajet que Ulysse, désormais identifiable, Poséidon fera tout pour rendre mortel. Alors j'insiste, le nom déployé d'Ulysse, un nom surexposé et sans équivoque, est une erreur merveilleuse, presque une faute. Poète génial en s'inventant personne, Ulysse, ici, pêche par manque de maîtrise, incapable de contrôler sa verve. Erreur qui a presque quelque chose de monstrueux même. Dans ce cri, c'est comme si Ulysse se rapprochait de Polyphème. Car le Cyclope aussi a un nom, car le Cyclope aussi est un homme. C'est ce mot, amer, homme, qui les désigne tous deux. Monstre humain, ainsi qu'il est désigné dans la langue originelle de l'Odyssée, dans le grec homérique. Le Cyclope n'est peut-être pas inhospitalier parce qu'il est un monstre, mais monstrueux parce qu'il se montre inhospitalier. Une hypothèse qui pourrait illustrer la posture éthique définie par Emmanuel Levinas pour qui, je cite, abriter l'autre homme chez soi, tolérer la présence des sans-terre et des sans-domicile sur un sol ancestral si jalousement, si méchamment aimé, est le critère de l'humain. Si j'en appelle à Levinas ici, c'est aussi pour rappeler que l'accueil est en premier lieu non pas celui du nom de l'autre, mais de son visage. Visage qui doit échapper à la préhension du regard, car le visage, dit Levinas, est sens à lui seul. Le visage parle. Et quand il se présente à moi, je ne le contemple pas, je lui réponds. Et je réponds de lui. Mais dans sa nudité même, le visage expose à la fois la tentation et l'interdiction du meurtre. Un paradoxe qui nous rappelle celui où l'hospitalité et l'hostilité sont indissociables. Car, insiste Levinas, le visage, dans sa nudité de visage, me présente le dénuement du pauvre et de l'étranger. Ainsi, revenons à l'île des Phéaciens, où Ulysse vient d'échouer. Nu, défiguré, le corps rongé par la mer et par la faim, il apparaît monstrueux à la princesse Nausicaa et à ses compagnes qui, effrayées, dégoûtées, cherchent à s'enfuir. Mais Nausicaa les rappelle alors, puisqu'il nous est venu, il doit avoir nos soins. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Allons, femmes, petite aumône, grande joie. Cette loi sacrée de l'hospitalité sera répétée à l'autre bout de l'épopée quand Ulysse sera enfin de retour chez lui. Elle sera répétée mot pour mot par Eumée, le porcher, qui l'accueillera sans le reconnaître sous ses rides et ses guenilles. Or, malgré cette universalité de l'hospitalité, dont l'injonction s'adresse donc à tous, de la princesse au porcher, malgré cette universalité, demeure toujours le risque du malentendu. Risque qu'Ulysse évite, dans les deux cas, par le simulacre. Athéna dissimule son vrai visage. Simulacre qui est d'ailleurs, dans l'Odyssée, à l'origine et à l'issue de l'hospitalité. Simulacre ou imposture. Athéna se présente, en effet, dans la toute première scène d'hospitalité, Athéna se présente à Télémaque, chez Ulysse en son absence, sous les traits d'un mortel, Mentes. Ulysse, à la fin, ne peut rentrer chez lui que métamorphosé en étranger, en vieillard mendiant. Or, même l'artifice dissipé, Pénélope ne peut ou ne veut se résoudre à le reconnaître. Ulysse devra plaider, supplier, user de tous les arguments afin de convaincre son épouse qu'il est bien lui-même. Le risque, c'est donc que le secret et le simulacre
nourrissent un malentendu qui non seulement subvertisse l'hospitalité, mais puisse encore provoquer l'ultime exil. On songe ainsi à l'histoire que rapporte Albert Camus dans L'étranger, l'histoire que Meursault découvre dans sa cellule sur un morceau de journal, et dont Camus fera toute une pièce dans Le malentendu. C'est l'histoire du fils revenu après 20 ans d'absence et qui, lorsque sa mère et sa sœur ne le reconnaissent pas, s'abstient de dire qui il est parce que, dit-il, il faut du temps pour faire un fils d'un étranger. Mais les deux hôtelières, le prenant pour un client quelconque, l'assassinent pour lui voler son argent. Le malentendu ne sera révélé que trop tard lorsqu'elles découvriront son nom sur son passeport. Ce fait divers réel, survenu en Tchécoslovaquie, a pour Camus les accents du mythe, de l'histoire qui ignore les frontières. En y ajoutant l'objet imaginaire du passeport, Camus nous invite cependant à songer qu'en Algérie française, tout le monde n'y a pas droit. Chez Camus, les Arabes ne portent même pas de nom, comme l'ont bien souligné certains lecteurs post-coloniaux. On pourrait objecter que chez Camus, certains Arabes, et pas des moindres, ont bel et bien un nom. Mais plus judicieux me semble de souligner que malgré, et même grâce à cet anonymat, l'hospitalité peut avoir lieu entre Arabes et Français, une hospitalité qui rêve même de fraternité. Je pense évidemment à L'Hôte, la nouvelle de l'exil et le royaume, où dans le désert du sud de l'Algérie, un instituteur français nommé Daru est forcé d'accueillir un prisonnier arabe, anonyme, sans nom, qui a tué son cousin, et on demande à Daru de mener en prison. Or, Daru, malgré son hostilité envers l'hôte indésirable, indésirable parce qu'il est un meurtrier, pas parce qu'il est un étranger, donc malgré cette hostilité, Daru lui offre l'hospitalité dans les règles et en arabe, du thé à la menthe au repas frugal mais généreux, puis au gîte, dans la chambre qu'ils partagent, nous dit-on, par-dessus leurs différences, dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Et enfin, il lui donnera de quoi poursuivre son chemin, argent et nourriture. Mais surtout, refusant d'agir en bras aveugles de l'État et de la justice, Daru donnera à l'arabe le choix, au croisement de deux routes. L'une qui mène aux nomades du désert, qui l'accueilleront, lui dit-il, selon leurs lois, l'autre vers la ville et la prison. L'arabe choisira la prison. À la fin, le geste de Daru ne sera pas compris. De retour dans son école, un message l'attend au tableau, écrit en français. Tu as livré notre frère, tu paieras. La fraternité chez Camus, surtout entre Arabes et Français, ne va donc jamais de soi. En latence, elle n'est jamais à l'abri de la méprise. Pourtant, elle siège, l'hospitalité, au crépuscule de l'œuvre, du premier au dernier livre, de l'envers et l'endroit, au premier homme, roman posthume et inachevé. Dans les premiers écrits, l'auteur d'Entre oui et non, l'essai matriciel de l'envers et l'endroit, se compare à un émigrant qui revient dans sa patrie. Quand il est sur le point de partager des souvenirs très personnels, tous liés à sa mère, la mère avec qui se lier est si difficile. Ce voyage intérieur et intime advient pourtant en milieu étranger, dans la ville arabe, dans un café maure, tard le soir en présence du patron arabe qui veille sur lui. Cette dynamique entre le narrateur, sa mère et l'arabe reviendra à l'autre bout de l'œuvre dans Le premier homme, dont le protagoniste naît grâce à des parturientes algériennes et en l'absence du père et du docteur français. Chez Camus, l'arabe est l'autre de la mère. La mère aphasique, illettrée, indifférente, la mère, nous dit le texte au silence animal. Mère étrange, s'exclame le narrateur. Cette mère étrangère, donc, comme l'arabe, est l'autre indispensable, malgré son étrangeté. L'arabe n'est pas l'adversaire, n'est pas le frère ennemi, c'est le frère fantôme.
où la fraternité est encore la part obscure de la colonisation. Évoquée par Camus pour désigner ce qui, dans son œuvre, a été négligé, la part obscure est aussi chez lui le séjour d'Ulysse. C'est dans l'ombre qu'on le trouve. Par exemple, toujours au seuil de l'œuvre, dans l'essai Noces à Tipaza, où Camus avait songé de dire que, je cite, « Pour faire œuvre d'art sur Tipaza, c'est l'Odyssée qu'il faudrait réécrire », avant d'effacer cette phrase. Mais bien plus tard, Ulysse reviendra explicitement, plus explicitement en tout cas, dans La pensée de midi, à la fin de L'homme révolté. Nous choisirons Ithaque, la terre fidèle, la pensée audacieuse et frugale, l'action lucide, la générosité de l'homme qui sait. Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous, la justice est vivante. Alors naît la joie étrange qui aide à vivre et à mourir et que nous refuserons désormais de renvoyer à plus tard. Sur la terre douloureuse, elle est livrée inlassable, l'amère nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. À cette heure où chacun d'entre nous doit tendre l'arc pour refaire ses preuves, conquérir dans et contre l'histoire ce qu'il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l'heure où naît enfin un homme, il faut laisser l'époque et ses fureurs adolescentes. L'arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir l'élan d'une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre. Dans cette éblouissante métaphore filée, où la révolte s'apparente au retour d'Ulysse, qui, son arc repris en main, prêt à en finir avec les envahisseurs de sa demeure, Camus rappelle la terre au cœur de l'Odyssée. Car au bout du périple maritime, reste encore une très longue marche vers la terre natale, la terre du père, où Ulysse devra planter sa rame. Mais encore une fois, en Algérie française, qui plantera la rame? Camus ne le dit pas. Camus, chez qui Ulysse demeure en frère étranger, au seuil, sur le seuil, présence fugace, oscillant entre le soleil et la pénombre, l'indifférence et la révolte, la mesure et l'excès. Ulysse, dont Camus passe d'ailleurs le nom sous silence. C'est une autre forme de silence et une autre sorte de fraternité qu'Ulysse incarne chez celle qui voit en Camus son frère à elle, son frère en langue, dit-elle, elle, la fille de Cherchel, à 2 pas de Tipaza, qui deviendra l'une des écrivaines phares de l'Algérie avant et surtout après l'indépendance, Assia Djebar. Sa plus saisissante révélation vient sans doute de son roman d'inspiration autobiographique, L'amour, la Fantasia, où elle entrelace l'histoire de sa vie et celle de la conquête de l'Algérie. C'est au moment où elle est sur les traces d'Aimable Pélissier, l'officier français responsable, sous les ordres du maréchal Bugeaud, du massacre par enfumade de 1500 Algériens réfugiés dans les grottes des montagnes du Dara en 1845. Là, Pélissier devient pour elle un bourreau greffier, un embaumeur quasi fraternel. Et à cause de son rapport très détaillé, d'une grande beauté littéraire, Pélissier, dit-elle, le barbare, me devient le premier écrivain de la première guerre d'Algérie. L'autre absolu se transforme alors en hôte avec un don. Pélissier, poursuit Djebar, me tend son rapport et je reçois ce palimpseste pour réinscrire à mon tour la passion calcinée des ancêtres. Terrible constat de l'inséparabilité du barbare français et de l'écrivaine algérienne, où l'écriture fait des cavernes un mausolée. C'est dans un musée réel, que Djebar poursuivra cette paradoxale exhumation de la mémoire de l'Algérie, qui ne peut se faire que dans la plus grande proximité, voire avec la complicité des bourreaux. À la recherche de Zulika Oudaï, résistante légendaire pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, capturée et tuée par l'armée française, et dont le corps n'a jamais été retrouvé, ou du moins formellement identifié, la narratrice de La femme sans sépulture découvre une mosaïque du IIIe siècle.
Ulysse et les sirènes. Cette mosaïque est à la fois étrangère et indigène, vestige, nous dit la fille de Zuleika, d'une villa romaine découverte sur le terrain d'un petit colon dans les années 1930. Or, avec ce dernier détail, Djebar se trompe, ou nous trompe. La découverte de la mosaïque et de la villa date en effet de 1941. Excavée dans les années 1930, la mosaïque aurait été alors contemporaine du centenaire de la conquête de l'Algérie, de l'apogée de la période coloniale française, et surtout de la naissance d'Assel Djebar. Cette erreur de date, en apparence anodine, permet à l'autrice de partager une origine avec une certaine image d'Ulysse. Aussi explicite qu'elle soit, l'analogie avec l'Odyssée ne présente pourtant pas un sens toujours évident. Difficile de savoir, par exemple, quand la narratrice, décrite comme une étrangère pas tellement étrangère, de retour dans sa ville natale, elle aussi, après une absence de 20 ans, quand cette narratrice affirme aux autres femmes algériennes que, comme Ulysse, nous sommes nous aussi bien loin de la Grèce. Difficile de savoir si ce « nous » renvoie seulement aux femmes algériennes et si la Grèce évoque une Algérie originelle. Moins ambiguë, en revanche, est sa lecture qui fait des sirènes des muses, à l'instar de Zuleika, dont le chant, loin d'être fatal, devrait continuer d'inspirer la résistance contre l'oppresseur et contre l'amnésie de certains Algériens qui ont choisi de vivre, dit-elle, la cire dans les oreilles pour ne pas entendre la vibration qui persiste du feu d'hier. Algériens sourds, donc, aux promesses portées par la révolte et qui se contentent du statu quo où les a menés la politique d'après l'indépendance. En faisant la sourde oreille aux appels du passé, en prenant les muses de la Révolution pour de fatales tentatrices, les hommes font donc fausse route. Quant à l'erreur principale qui peut fausser l'hospitalité, elle serait de croire qu'elle relève de la vérité. Les imaginaires poétiques qu'on a évoqués ici suggèrent plutôt que l'accueil doit participer d'une écoute, sinon d'une entente, qui peut avoir lieu entre l'hôte et l'étranger, malgré le risque du malentendu. D'une écoute, insistons, prête à faire face au chaos, ouverte à tous les azimuts. Ainsi, pour finir, je voudrais, sans quitter la Méditerranée, nous tourner vers l'Atlantique, à l'écoute d'une autre voix venue des Antilles. C'est la voix de Patrick Chamoiseau, que j'aimerais nous inviter à entendre, voix qui s'insurge dans Frères migrants pour faire l'apologie de l'hospitalité. Quoiqu'il s'agisse d'un essai, il se clôt sur une forme de poème en prose, un appel intitulé « Déclaration des poètes », où l'on peut entendre, par exemple, à l'article 10, que les poètes déclarent qu'aucun réfugié, chercheur d'asile, migrant sous une nécessité, éjecté volontaire, aucun déplacé poétique ne saurait apparaître dans un lieu de ce monde sans qu'il n'ait non pas un visage, mais tous les visages, non pas un cœur, mais tous les cœurs, non pas une âme, mais toutes les âmes. Plus spécifiquement, la déclaration entend répondre à la crise migratoire en Méditerranée. À l'article 13, les poètes déclarent que la Méditerranée entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus infimes lumières, épelant pour tous les lettres du mot « accueil » dans toutes les langues, dans tous les champs, et que ce mot constitue les types du vivre hominin. Avec cette déclaration faite, nous dit Patrick Chamoiseau, au nom des migrants, Chamoiseau, toujours dans le sillage d'Édouard Glissant, invoque la capacité de la poésie à ouvrir des possibles, mais invoque aussi l'urgence de l'hospitalité. Je cite, « Quand l'accueil s'anticipe, se rumine, se construit, s'organise, il devient une hospitalité, une culture établie de la vie qui veut rester vivante en pleine et haute conscience de l'autre. J'entends l'urgence de l'hospitalité dans cet appel à anticiper l'accueil, le prévoir, le prédire, non pour envisager la catastrophe, mais, à l'instar d'Abraham,
anticipant le passage des étrangers devant sa tente. Mirage des anges qui, nouveaux simulacres, ont pris forme humaine. Anticiper l'accueil comme Abraham en portant notre regard en avant, en accourant vers l'autre, pour réaliser non pas seulement le devoir, mais looking forward to them, pour réaliser aussi le désir de voir l'autre apparaître devant nous. Je vous remercie. Comment on reste tous les deux là. Oui, allez-y. Bon, merci beaucoup. André, tu as réussi à parcourir ton livre vraiment qui est un important volume avec beaucoup d'esprit de synthèse et de clarté. Donc, merci beaucoup pour ça. Je voudrais rebondir sur la question de l'hospitalité. Au fond, la question de l'hospitalité, aujourd'hui, elle est une affaire de droit, une affaire de politique. Mais ce que tu nous montres, me semble-t-il, c'est que il y a une hospitalité qui relève plutôt de la morale, certes, bon, c'est celle par exemple de Chamoiseau, mais plus profondément peut-être de la poésie, de la poétique. Parce qu'au fond, l'essentiel, c'est peut-être de changer l'imaginaire, de changer le rapport à la terre, à l'appropriation, à l'identité. Et ça, je trouve c'est passionnant parce que dans ton livre, on voit que c'est pas simplement le travail des politiques ou des juristes, quoi, mais c'est un travail de fond que peuvent faire justement les poètes, les écrivains, de reformuler le rapport à la propriété, c'est ça, oui, à l'identité terrestre. Bon. Je voudrais revenir sur la distinction que fait Derrida. C'est dans un livre, bien sûr, avec Anne Dufourmentel, mais aussi le séminaire qu'il a fait sur l'hospitalité, où il distingue l'hospitalité conditionnelle, hein, donc j'accueille à condition que, hein, à condition par exemple que l'autre respecte les lois de ma maison, hein, cette hospitalité conditionnelle qui forcément est celle de la politique, et puis l'hospitalité inconditionnelle. C'est-à-dire d'un côté, il y a l'invitation, hein, l'invitation de l'autre, de l'étranger, et puis de l'autre côté, il y a la visitation. Hein. L'autre n'est pas invité, mais c'est celui qui rend visite et qui fait que ma maison voilà, doit être par principe ouverte. Et où il y a toujours cette différence, cette difficulté qui fait que je suis celui qui est le propriétaire ou est le maître de la maison, et que d'une certaine manière, je dois m'efforcer de gommer cette espèce d'inégalité qui fait que je suis celui qui invite, mais non, je devrais être celui qui simplement accepte la visitation de l'autre. Quitte, Derrida va très loin en disant, quitte à ce que ce soit l'autre qui m'impose ses propres lois. Bon, alors on sait très bien que la référence pour Derrida, c'était très sensible dans ce que tu as dit tout à l'heure sur la question du visage, en rappelant Lévinas, que le modèle de Derrida, c'est la responsabilité pour l'autre, c'est le rapport inconditionnel au visage avant même toute loi, c'est le rapport éthique, hein, à l'autre en tant que tel, qui n'a pas d'identité, etc. Et ça, tu l'as très bien rappelé. Mais alors, ma question, c'est ce que Derrida, au fond, dit que ces deux hospitalités sont liées. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'un côté l'hospitalité conditionnelle et de l'autre côté la morale, l'éthique, ou l'hospitalité culturelle. Quoi. Parce qu'on sent quand même que dans ton approche de la Méditerranée, tu rappelles cette hospitalité culturelle avec le dialogue. Mais et il dit au fond qu'il n'y a pas d'hospitalité conditionnelle sans avoir en ligne de mire ce rapport éthique à l'hospitalité absolue, à l'effacement de soi, etc. Donc j'aimerais savoir si toi tu penses que c'est une sorte d'utopie qui gomme la difficulté effectivement de l'appréhension de l'autre et de la place qu'on peut faire à l'autre, ou si effectivement c'est une espèce
d'éthique première qui reste fondamentalement derrière toutes les démarches humanitaires, les politiques d'invitation ou d'accueil des étrangers. Question. Merci pour ta question. Très très belle question, François. Question très difficile, évidemment, d'autant plus que, bon, que je ne sois pas spécialiste de Derrida, qui n'est pas le plus important ici, j'espère. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, pour partir du point de départ de ta question par rapport à le recours à la poésie, à la littérature, pour nous aider à nous accompagner dans une réflexion sur l'hospitalité. Je préfère le terme d'accompagner plutôt que de nous aider. Je crois que quand on pense à tous les enjeux, tous les éléments qui sont associés à l'accueil de l'autre et à notre rapport à l'autre, mais surtout à l'accueil de l'autre, ce que le droit et la politique essayent et même dans le lycée, je parlais d'un guide à la fois édifiant et terrifiant, les conditions de l'hospitalité sont une forme d'adresse au sentiment de peur, au sentiment d'inquiétude qui est lié à l'apparition de l'autre devant moi et à ma responsabilité ou au choix que je n'ai peut-être pas de l'accueillir. La poésie, en tout cas, telle que je la conçois, la littérature, sont une manière de gérer cette peur, de la remplacer par le plaisir et par l'empathie, hein, par l'accès à un regard, à un point de vue différent du mien, où la peur, l'inquiétude sont finalement relayées en deçà. Ça, c'était un premier point. Par rapport à l'aspect plus pratique que tu évoques, je crois que j'aurais tendance à dire que oui, c'est une utopie, mais c'est une utopie nécessaire. C'est une utopie qui doit rester une utopie permanente, une sorte de phare à l'horizon, vers lequel, c'est pour ça aussi que je citais la phrase de Dan Gottman, hein, que l'hospitalité est une tendance, non un absolu, mais ça doit être une tendance continue, hein, qu'il y a une sorte d'absolu vers lequel on doit tendre, sans nécessairement penser qu'il faut absolument le réaliser, car il y a des responsabilités, il y a des conditions qui sont inaliénables. Une chose aussi à laquelle peut-être on ne pense pas assez, c'est qu'on pense toujours que l'autre, hostis, hein, qui est l'étranger, mais qui peut être aussi l'ennemi, l'adversaire, qui peut être une source de violence envers moi. Donc je prends un risque en accueillant l'autre, mais dans le cas de la visitation, pas dans le cas de l'invitation, même si dans le cas de l'invitation, ça peut aussi être le cas, mais surtout dans le cas de la visitation, dans le cas où l'autre apparaît sur mon seuil, l'autre aussi prend un risque, car l'autre ne sait pas comment il va être traité par l'accueillant. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, absolument, absolument. J'ajouterais une petite chose. Alors, cette fois-ci, c'est un petit peu polémique, pas du tout par rapport à toi. C'est cette approche finalement morale et philosophique qui fait qu'on donne un modèle comme ça, une sorte de point d'horizon, d'idéal, d'absolu. Et au fond, est-ce que, voilà, des fois, faut se dire, est-ce qu'on ne se paye pas de mots? C'est-à-dire, par exemple, l'approche calvinasse de l'autre absolu, de la responsabilité, même pour la non-responsabilité de l'autre, ça va très très loin. Au fond, on sait très bien que c'est pas praticable. Voilà. Voilà. Et donc, aussi, le modèle qui est proposé, c'est un modèle de l'un par rapport à l'autre.
Or, la question de l'immigration, c'est malheureusement pas l'un par rapport à l'autre, mais c'est par rapport à des collectivités. Hein, où malheureusement, dans ce que dit Lévinas, l'autre, c'est pas l'autre, c'est bon, l'Africain, où il va avoir assigné une identité qui va être une identité qui va l'altérer, l'altériser. Voilà, on peut le déplorer, mais en tout cas, c'est pour ça que voilà, se passe le rapport à la migration. Jusqu'au fantasme ensuite du remplacement, etc. Oui. Donc, moi, la question que je me pose, c'est aussi c'est un rapport à discours philosophique. C'est est-ce que justement cette espèce d'utopie ou de passage à l'extrême de la morale de l'autre, est-ce que c'est pas une façon aussi parfois de se gober le mot d'éviter les questions pratiques, pragmatiques de ce que c'est que l'accueil des étrangers, quand même. Bon, ça, c'est un rapport, je dirais, au discours philosophique que je ne demande pas de le partager. Et c'est pour ça que je me sers, où je vais vers les textes de Derrida et de Lévinas, mais en tant que littéraire. Oui. Voilà. Ouais. Donc, et en les mettant en dialogue avec la littérature, j'ai l'impression de les ramener un peu plus justement à une forme de réalité, de réalisme, de pragmatisme, comme tu l'appelles. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai une deuxième question, et je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a aussi des questions de la salle, il y a des questions du Q&A qu'on a découpées. Mais je précise à nos auditeurs, hein, voilà, n'hésitez pas surtout à nous envoyer vos questions sur le Q&A dans votre écran. Oui, deuxième question, c'est question plus pratique, parce que c'est le sujet aussi de ton livre, sur ce que c'est que la Méditerranée, la mer entre les terres, mais en même temps une mer qui pourrait être tiraillée entre l'Est et la porte vers l'Orient, l'Ouest avec cette péninsule qui peut aussi dériver vers l'Amérique, comme dans le texte de Saramago. Et puis aussi, évidemment, le rapport entre nord-sud. Au fond, est-ce que tu dirais qu'il y a une identité méditerranéenne qui va du Liban à l'Espagne, de la France à la Libye? Est-ce que, au fond, ce lieu mythique où on n'a pas arrêté effectivement de penser la Méditerranée, tu trouves aujourd'hui une consistance, comme on veut, effectivement, tu l'as rappelé, construire aussi un arc méditerranéen, comme on dit quelquefois aussi. Est-ce que, au fond, qu'est-ce que ça signifie être méditerranéen? Est-ce que ça a un sens? Et peut-être aussi, parce que je pense qu'il ne faut pas toujours se réfugier dans les grandes idées, pour toi, par exemple, est-ce que ça a un sens de dire, voilà, je garde quelque chose d'une identité méditerranéenne? La réponse en un mot, c'est je crois. Ouais, donc c'est deux mots. Et ça serait plutôt que de penser à la Méditerranée comme un espace fixe. Et d'ailleurs, on ne sait pas où il se termine parce que est-ce que la Provence c'est toujours la Méditerranée? Est-ce que jusqu'où ça va? Enfin, les géographes, les historiens peuvent apporter différentes réponses à ces questions-là. En Algérie, est-ce que donc quand Camus écrit ses nouvelles après être rentré en Algérie dans les années 50, le sud algérien c'est le désert, est-ce que c'est encore la Méditerranée? Autre question, est-ce que le Maroc est un pays méditerranéen, puisque la plupart de ses côtes sont tournées vers l'Atlantique? Est-ce que le Portugal est un pays méditerranéen? Donc, pour répondre de façon un peu plus concrète, j'aurais tendance à croire qu'il y a un sentiment méditerranéen qui serait formé d'une convergence de regards multiples sur cet espace, mais bon, évidemment, il y a aussi énormément de points communs très, très objectifs. Point de vue des cultures, du climat, etc., etc. Mais pour moi, c'est plutôt un sentiment, voilà, de partager, de faire partie d'une communauté de regards très multiples sur un espace où sont réunis des cultures, des langues très différentes, mais qui partagent peut-être je ne sais pas si je veux appeler ça un fantasme, hein, mais une image
d'une communauté sans nécessairement vraiment voir et connaître. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et je vais regarder le pionnier. Frédéric Olivier. Oui, je voulais revenir sur la première question qu'a posée François. Moi, je me souviens d'avoir été un peu interloqué quand le thème de l'hospitalité a été intervenu en politique, enfin, par Derrida et présenté comme valeur morale, parce que j'avais toujours pensé l'hospitalité, conçu l'hospitalité comme une intensité. On est un peu hospitalier, pas très hospitalier, hospitalier à la manière du potlatch, ostentatoire, etc. Et donc, c'est moins qu'une morale à l'horizon, c'est plutôt une qualité, une intensité de la cause. Et donc, voilà, je me demandais, du coup, puisque le livre est consacré à la question, ce que la manière déridienne de penser l'hospitalité, qui a émergé dans les années 90, si je ne me trompe pas, apporte comme transformation à la notion, et si cette notion que j'avais moi auparavant, naïvement, existe dans les textes étudiés, présentés ici, de Camus à Cohen, et avant, donc, ce qui est apparu peut-être à tort comme une invention déridienne, plus que le sens ordinaire de l'hospitalité comme qualité, comme intensité. Merci pour cette question à laquelle je ne me sens pas vraiment capable de répondre parce que, encore une fois, mon objet étant la littérature, la poésie, qui aussi participe d'intensité, nous focaliser, mais c'est de ma faute aussi parce que je le fais évidemment, sur donc ce sorte de nœud déridien. Je ne sais pas si je vais être capable même je suis désireux d'aller très très loin. Je sais qu'il y a aussi un contexte politique et historique dans ces années 1990, c'est très spécifiquement 1995-1996, donc les lois sur la nationalité, sur l'obtention de la nationalité, sur tout ce qui se passait avec les sans-papiers, était évidemment une urgence brûlante. Et Derrida publie 3 livres, je crois, au moins 3 livres, peut-être 4 en 1996, qui tournent autour de ces questions qui les font varier. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'à ce moment-là, il y a aussi l'invention du Parlement des écrivains. Donc, l'hospitalité se pense aussi en termes de cosmopolite. D'ailleurs, c'est le titre du livre, hein, Cosmopolite de tous les pays, encore un effort. Et donc, on pense même à l'hospitalité littéraire en tant que l'hospitalité des littérateurs, enfin des artistes, avec la réinvention, la renaissance des villes-refuges, hein, qui sont très importantes qui sont dans la ville, mais qui sont aussi très importantes dans la pensée de Lévinas. Donc c'est des espaces urbains qui vont, et là je vais commencer à dire des bêtises, mais je crois que c'est des municipalités qui décident, hein, d'ouvrir, d'aller à l'encontre des lois, parfois même du pays, hein, pour accueillir des réfugiés, mais des écrivains, hein, qui seraient demandeurs d'asile, mais qui n'ont pas encore, hein, les autorisations légales. Donc, oui, la voix de Derrida, je pense, s'inscrit dans ce contexte, hein, où tout le monde repensait, on voyait à la télévision la police enfoncer les portes des églises où s'étaient réfugiés des sans-papiers, donc des images très fortes. Et donc cette question revient dans le discours public. Et on a l'impression que, oui, comme vous, on ne se posait pas la question, mais on se rend compte que la question, en fait, se pose et qu'il est urgent de la poser, même si avec donc des
presque des dimensions impossibles, accueillir tout le monde, tout le temps, sans rien demander, ou bien filtrer au compte-gouttes, refuser. Voilà. Donc le discours là s'est déplacé en Méditerranée avec une nouvelle crise qui est la crise maintenant depuis plusieurs années, la crise migratoire, les crises migratoires comme on les appelle. Merci beaucoup André de rappeler ça parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu aussi une activité militante de la part de Derrida, de parlements écrivains, comme voilà, et ce texte, pas le texte que tu as rappelé, cosmopolite, effectivement, tous les pays. C'était, faut rappeler, c'était Bourdieu, c'était Glissant, c'était Salman Rushdie, parce que ça part aussi de Salman Rushdie, et de la fatwa contre Salman Rushdie, et de tous ceux qui vont être tués, les traducteurs, etc. Donc, Derrida, Nancy, etc. Alors évidemment, c'est une hospitalité, c'est des villes-refuges qui vont être qui vont faire partie d'un réseau pour accueillir ceux qui sont persécutés pour leurs écrits. Hein, évidemment. Mais tu as raison de bien rappeler que c'est aussi tout un contexte politique sur l'atteinte aux droits d'asile. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est une vraie Alors, c'est une question un peu asymptotique par rapport à cette discussion d'historiographie philosophique. Je suis frappée par la fortune de l'Odyssée et de la figure d'Ulysse comme figure analogique des crises migratoires contemporaines. Et en particulier, comme vous devez le savoir, le Festival d'Avignon en 2019 avait pris pour thème principal Odyssée au pluriel, et un certain nombre de spectacles était organisé autour d'une sorte de réinvestissement comme ça, performatif de la figure d'Ulysse, avec un certain nombre de spectacles qui étaient aussi d'ailleurs semi-documentaires, donc des migrants jouaient aussi rendaient leur propre témoignage dans une structure dramaturgique qui reprenait la structure de l'Odyssée. Et ce qui m'avait frappé à l'occasion de ce festival, c'est la manière dont cette transformation de l'Odyssée en réservoir de modèles éthiques pour notre présent, en gros, dont vous retracez aussi, me semble-t-il, plusieurs manifestations dans le courant du XXe siècle également, mais en tout cas se fait à la condition d'un effacement de l'inscription sociale d'Ulysse. C'est-à-dire qu'au fond, Ulysse, malgré tout, c'est une appartenance à un personnel fictionnel de haut rang. Il rentre au palais et je n'ai pas vraiment de question, je suis plutôt curieuse de savoir ce que vous pensez au fond de des conditions, peut-être du geste critique nécessaire pour et qui n'est pas mauvais en soi, au fond, hein, mais quel processus d'extraction, quel processus de focalisation, de sélection dans un texte littéraire est nécessaire pour le faire résonner avec le présent. Il me semble que dans le cas de l'Odyssée, cette disparition de la dimension sociale, elle est frappante, en tout cas dans la manière dont le texte est très souvent, depuis une quinzaine d'années, effectivement mobilisé comme modèle du passant contemporain, mais du passant migrant, pas du passant aristocrate. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une très, très bonne question. Je crois que ce qui ressort des invocations, des évocations d'Ulysse ou de l'Odyssée dans les quelques textes, quelques imaginaires que j'ai parcourus, c'est ça va un petit peu dans le sens de votre remarque, cet effacement social. C'est aussi l'amenuisement de la dimension héroïque d'Ulysse, qui passe de figures évidemment épiques, mais aussi c'est une figure tellement écrasante, dominante dans l'imaginaire occidental, dans l'imaginaire politique. Et ce qui est assez saisissant dans ces occurrences, mais je pense que ça va un peu dans le sens de ce que vous évoquez aussi, c'est qu'il y a une sorte d'effacement, d'humanisation d'Ulysse, d'une figure qui va le rendre
j'allais dire, plus démocratique, plus identifiable à... C'est pour ça que je parlais de figurant, hein, de tout le monde. Tout le monde pourrait s'identifier à cette figure qui est aussi une, une victime, mais qui, grâce à des rencontres, se réinvente et parvient à surmonter des épreuves. Même si, alors, c'est la grande question, une question, j'anticipe peut-être des questions, je me les pose moi-même. La question de la migration implique aussi toujours, est censée, je fais peut-être un discours indirect libre, la question du retour. Donc, que l'hospitalité est temporaire, une fonction aussi du temps, qu'elle est peut-être, sinon éphémère, du moins temporaire. Et que c'est ce que aussi on trouve partout dans le lycée, c'est que le dernier, j'allais dire le dernier code, la dernière loi de l'hospitalité, c'est d'aider l'autre, l'étranger, à poursuivre sa route, en lui faisant un don pour perpétuer aussi le nom de l'hôte, qui a été un bon hôte, qui a utilisé de fortes intensités d'hospitalité selon la taille, la valeur du don. Mais donc cette question du retour, je suis sûr que beaucoup de gens ne seront pas forcément d'accord. Dans ma lecture de l'Odyssée, c'est que Ulysse ne revient pas. C'est-à-dire qu'il revient pour immédiatement repartir. Il rentre chez lui, mais pour repartir très vite et aller mourir sur la terre de son père. Donc le vrai retour, c'est ça, c'est pas rentrer chez soi, mais c'est aller trouver un endroit où finir. En tout cas, la question du retour, j'ai lu des critiques qui parlaient du retour du même au même. Ulysse, le cycle se clôt, mais moi je ne vois pas ça. Je vois lié d'asymptote, je vois plutôt une continuation du périple, et que finalement le retour n'est peut-être pas la finalité de la situation. Mais là j'ai digressé. Sarah Laquette. Merci, André. J'ai vraiment beaucoup admiré la générosité et l'hospitalité de ta conférence, parce que je pense que tout le monde a trouvé, s'est trouvé chez soi en t'écoutant. Et un peu comme Sylvain, j'ai une question qui tourne autour de l'effacement de quelque chose, mais ce que pour moi était surtout effacé dans ta présentation, c'était l'Iliade. Et la raison, la raison pour laquelle je dis cela, évidemment, c'était qu'étant médiéviste, pendant au moins 15 siècles, les errances d'Ulysse ne sont jamais racontées sans être intégrées à l'histoire de la guerre de Troie, qui commence, comme on le sait, dans une série qui est déclenchée par une série de sièges et de contre-sièges, d'enlèvements de femmes, de viols et de contre-enlèvements et de contre-viols, et la destruction réciproque des grandes villes de Troie et de la Grèce. Parce que l'Iliade n'occupe que quelques jours, mais tout le cadre quand même tout cet arrière-plan est présent dedans. Et étant donné que moi, je ne connais les récits d'Ulysse que comme faisant partie de tout ce récit, ce récit globalement, je me demande si les auteurs dont tu parles n'avaient pas aussi des échos dans leur tête de l'Iliade et de ces terribles guerres, et que ce qui peut-être active dans tes exemples l'hostile dans l'hospitalité et les agressions sexuelles aussi bien que violentes, si ça ne serait pas en quelque sorte aussi
un souvenir de la présence de l'Iliade dans l'Odyssée, si tu vois ce que je veux dire. Parce que l'Iliade, c'est l'hostilité nue et crue, hein, sans être englobée par l'hospitalité, si tu vois. Et par exemple, ce que tu disais d'Assied Djebar, il y a bien de la destruction de Troie là-dedans. Oui. Et dans l'expérience de Camus aussi, dans son passé colonial. Tout à fait. Et je pense que, merci d'abord pour cette question, que je crois que tu m'avais déjà posée il y a il y a un certain temps. Enfin, on en avait déjà parlé. Ça me revient. Une bonne réponse maintenant. Je vois pas l'Iliade. Non. Je crois que oui, cette dimension. Alors, l'Iliade n'est pas mentionnée, je n'en ai pas souvenir explicitement. Il n'y a pas de référence, il y a beaucoup moins de références explicites à l'Iliade dans ces imaginaires-là. Par contre, c'est peut-être un écho, comme tu disais, il y a plutôt une attention portée à la dimension colonialiste d'Ulysse, la dimension, ce qu'il nomme aussi un pilleur de Troie, je suis de pilleur de Troie, qui est très présente dans ces imaginaires, dans ces réflexions sur justement la figure d'Ulysse, qui n'est pas une figure, encore une fois, idéale, hein, qui n'est pas un héros sans reproche. Donc je pense que la présence de l'Iliade et cette violence collective et transnationale, elle serait là dans cette dimension colonialiste. Bien, alors on va faire place aux questions qui sont de Q&A. Question de Maya Boutalou. Merci pour cette belle présentation. Pouvez-vous expliquer le choix des auteurs textes que vous abordez dans votre ouvrage? Avez-vous suivi un cheminement particulier? Deuxième question, si vous avez le temps, porterait sur la langue comme liée à l'hospitalité. Elle est assez évidente chez Derrida, chez Djebar. Comment se manifeste-t-elle chez Camus? Merci pour cette question. Alors, comment j'ai choisi mes auteurs? Beaucoup par affinité, mais aussi parce que depuis longtemps, je m'intéresse aussi à la littérature d'expression française nord-africaine, et particulièrement algérienne. Et depuis longtemps, je vois le Maghreb et l'Europe comme des reflets l'un de l'autre. Et c'est ce qui m'a, très longtemps, cette vision de deux pointes occidentales reliées et séparées par la Méditerranée. Et à travers ce prisme de la langue, justement, et de l'usage du français, ce qui m'a intéressé, c'est d'ajouter des auteurs, en l'occurrence Albert Cohen et dans une bien moindre mesure, malheureusement, Edmond Javès, des auteurs qui, tout en utilisant la langue française pour écrire, n'appartenaient pas à cette histoire, justement cette histoire coloniale, et où donc l'usage de la langue permettait aussi d'aborder d'autres questions et d'ouvrir des horizons qui ne soient pas tous déterminés par cette histoire coloniale entre la France et l'Afrique du Nord. Merci, j'ai répondu à la question. D'accord. Alors ensuite, de Pierre Azou, je voudrais vous inviter à une réflexion sur la temporalité de l'hospitalité. Alors, je ne sais pas si ce soit une question, mais à partir d'un autre mythe, un épisode de la Valkyrie de Wagner, Hunding accorde l'hospitalité à Siegmund en détresse, mais le récit de celui-ci révèle qu'ils sont en fait ennemis mortels. Première temporalité intéressante, donc l'hostilité à retardement de l'hôte, avec la performance, la poétique, le récit de Siegmund, qui joue ici le rôle contraire de celui que vous leur attribuez, révélation de l'hostilité. La deuxième temporalité intéressante, celle du délai,
Undine ne peut retirer l'hospitalité déjà abordée. Sigmund pourra toujours passer la nuit chez lui, et c'est au matin seulement que la chasse à l'homme commencera. Donc là, on a une interprétation. Dankeschön, Pierre. Je chante très volontiers, mais Pierre est un de nos étudiants. En somme, l'hospitalité dans cet épisode est bien entre deux, mais entre deux suffisant pour permettre l'inceste entre Sigmund et Siegfried. Vous allez peut-être continuer ensemble, parce que j'ai l'impression que c'est des conversations entre vous. Alors, d'accord, je réfléchirai à cette question. Dans un autre style, enfin, dans un autre univers, une des scènes d'hospitalité qui m'obsède le plus, c'est celle de Perceval et du Graal, justement par rapport à la question du langage, du rôle du langage dans l'hospitalité, où donc Perceval est arrivé chez le roi pêcheur, et parce qu'on lui a dit qu'il parlait trop, qu'il parlait mal, et qu'il parlait un peu à tort et à travers, donc il voit le cortège du Graal, il ne sait pas encore que c'est le Graal, passer devant lui. Tu m'aides quand tu veux, Sarah. Perceval ne dit rien, se retient de parler, et après se rend compte que là, il aurait pu poser une question. Donc c'est encore voilà, la possibilité du malentendu à travers l'usage ou le non-usage de la langue dans la situation d'hospitalité qui est toujours là, du risque que ça implique aussi. Bon, il y a aussi toute une éthique ou une philosophie du malentendu, hein, ça peut être aussi intéressant le malentendu. Non. Comment? Bon, alors je reprends parce qu'apparemment je n'ai pas été écouté, voilà, je suis entendu. Donc, je disais que je termine par une question provocatrice sur la citation que tu fais de Chamoiseau, et donc je te transmets d'une certaine manière, tu le connais bien sûr, le point de vue de Glissant que reprend Chamoiseau, sur le fait que la Méditerranée, c'est l'espace de l'un, de l'unification, hein, qui l'oppose au multiple. Et il dit, voilà, entre parenthèses, faisant l'impasse sur le polythéisme antique, mais enfin bref, voilà, pour lui, c'est le monothéisme qui s'impose en Méditerranée, avec aussi l'identité racine, des gens qui sont ancrés dans leur terre, qui pensent que leur identité vient de la terre, des autochtones, et on peut retrouver ça évidemment dans les premiers mythes, Erectonios, etc., Athéna, voilà, etc. Donc on appartient, on est de la terre d'où on est né, avec ce mythe. Et à cela, ils s'opposent l'océan, les archipels, les îles, où il n'y a pas de centre, où il y a une identité nomadique. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc pour lui, la Méditerranée, c'est vraiment le modèle qu'il faut essayer de contester, de détruire, pour lui opposer justement ce sens de la traversée, mais pas la traversée avec le retour. Il n'y a pas de retour. C'est très bien aussi, bon, je ne vais pas trop disserter sur le sang, mais il n'y a pas de retour, il y a sans arrêt des détours. Hein, on ne revient jamais à la terre d'origine, aux racines. Bon, alors donc, qu'est-ce que tu répondrais à cette vision très négative de la Méditerranée? Enfin, une question facile. J'ai eu l'impression, et je peux me tromper, en ce moment, on est entre deux visites justement de Patrick Chamoiseau, qui était là parmi nous, enfin sur Zoom. J'en profite pour dire qu'il viendra chez nous en février. Ah, décidément. Et donc, j'ai eu l'impression que, alors que Patrick Chamoiseau est très... il suit Édouard Glissant, lui rend hommage, le cite sans cesse, et son porte-parole merveilleux. Mais dans cet ouvrage spécifiquement, j'avais l'impression que Patrick Chamoiseau créolisait la Méditerranée, l'ouvrait, et justement le fait que Patrick Chamoiseau, Glissant, dévoue un livre absolument extraordinaire à la Méditerranée spécifiquement, était pour, en citant Glissant, hein, bien sûr, était pour moi le signe que
voilà peut-être un point où ils ne sont pas forcément en phase et que la Méditerranée est ouverte sur l'Atlantique, qu'elle communique, et qu'aussi, il n'est pas question de retour. Dans tous les récits que je traverse, oui, il est question de retour, mais ce retour n'advient pas. Il est question plutôt de circulation. C'est la carte que je montrais aussi de Sabine Latorre qui ne fait que ça, de redessiner, de réorienter les cartes, de les redessiner. C'était ça aussi, justement, de désenclaver, de désunifier une vision monolithique de la Méditerranée. Très bien. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être en rester là et te remercier beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre